nous évoquions donc le Mali, les Maliens qui seront aux urnes le 29 juillet prochain avec la question sécuritaire comme véritable préoccupation pour ces présidentielles. Abel Kousset, vous avez la parole. Oui, justement, je disais tantôt que il y a deux facteurs à ne pas négliger. Et le premier, c'est que le Mali est un pays assez vaste. Ça fait 1 240 000 km². Et j'allais dire justement que ça fait quand même, pour ceux qui sont togolais, 22 fois le Togo. Et pour ceux qui sont français, ça fait quand même 10 fois la France. Donc, c'est quand même un pays assez vaste à contrôler. Et il y a également un second facteur, c'est qu'il y a l'armée du Mali qui ne tient plus. Oui, oui. Et à côté, c'est vrai que cette armée est formée. Récemment, on a vu NDI appuyé par la MINUSMA et tout. Mais on ne peut pas construire une armée de 2012 à aujourd'hui, ça fait 6 ans. On ne peut pas reconstruire une armée en 6 ans parce que ça a été la débandade, ça a été la déroute totale quand le Nord s'était rébellé. Donc, il y a également le fait que, ça c'est toujours dans le second facteur, les forces déployées au Mali, même si on a vu que Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, a également promis des hommes, des policiers et également des hélicoptères. Le fait qu'il y a eu au moins 150 morts ou environ 150 morts, ça fragilise ces forces parce qu'il y a quand même l'élément psychologique. Vous savez que quand vous allez, ce n'est pas seulement pour assurer la sécurité et revenir, mais quand vous pouvez laisser votre vie, naturellement, il y a certains qui seront sur leur réserve. Alors, quand on veut voter dans un pays pareil, est-ce qu'on se dit il y a quand même des zones où le vote n'aura pas lieu? Non, mais moi je crois que donc on ne va pas faire une élection sectaire ou bien un vote sectaire. Et je crois que c'est en cela que les autorités maliennes se veulent, je dis bien se veulent aujourd'hui rassurantes en mettant en place tout ce système sécuritaire autre là. Mais selon les informations, les autorités maliennes ne veulent pas laisser une zone où il n'y aura pas d'élection parce qu'ils ne voudraient pas sectariser le processus électoral. Ça, c'est ce que disent les autorités. Mais je vous cite par exemple les propos d'un responsable de circonscription qui dit « Qui voudra tenir un bureau de vote dans un village du cercle de Tenenkou ou de Djéné? Chaque centre de vote sera-t-il sécurisé ?» Ça, c'est une interrogation. Donc, il est en train de poser la problématique pour essayer de mettre les autorités, les plus hautes autorités qui se trouvent à Bamako devant leurs responsabilités. Donc, c'est vrai qu'il y a cette inquiétude de la part, non seulement des habitants, des populations de ces contrées, mais de ceux qui doivent participer, doivent tenir le processus électoral. C'est un des responsables qui est engagé dans le processus électoral qui émet ses réserves et autres là. Donc, c'est dire qu'il attire l'attention de ces autorités afin que quelque chose soit fait pour rassurer eux, les premiers acteurs et les populations. Donc, cela ne voudrait pas dire que c'est déjà le chaos dans cette zone et autres là. Dans la mobilisation de cette dynamique sécuritaire, je crois que les autorités maliennes auront à cœur de... Sûrement qu'ils ont déjà un schéma synoptique des zones à risque, des zones qu'il faut mieux couvrir et autres là. Et lorsqu'on parle de sécurité en période électorale, donc ça a une autre connotation. Mais le cas malien, c'est un cas assez compliqué parce que ce n'est pas uniquement la sécurité pour le processus électoral, mais c'est une sécurité qu'il faudrait pérenniser. Donc l'avant est très important que le pendant. Et le pendant détermine l'après. Donc je crois que les hommes politiques doivent s'engager à donner un message qui puisse rassurer également les électeurs à tous les niveaux. Maintenant, concernant les attaques qui ne sont pas l'œuvre des hommes politiques du Mali, donc c'est là où les forces étrangères devront beaucoup plus agir. Donc nous avons la force de l'ONU, nous avons la force française Barkhane. Il y aura également l'apport du Canada, donc il va falloir centraliser les axes d'approche pour essayer de domicilier un peu le peuple malien pour lui dire nous avons pris les dispositions, mais tout en n'oubliant pas les zones à fort risque. Oui, mais avant de... J'aimerais soulever un aspect, notamment celui de la protection des populations, parce que quand on parle de sécurité, on a tendance à penser État ou sécurité étatique, mais on oublie quand même la sécurité des citoyens. Mais avant d'y arriver, Credo avait fait allusion à une stratégie qu'on mettrait en place pour ces élections. Justement, on avait attendu, lors d'un débat dans leur Assemblée nationale, le ministre de la Sécurité, je crois que c'est Salif Traoré, qui disait quand même qu'il y aura chaque candidat
en tout cas confirmés par la Cour constitutionnelle, aura une garde rapprochée et puis ils auront également des escortes à chaque fois qu'ils iront dans des zones à risque. Et cela quand même c'est suffisant parce qu'on a vu dans ce même pays un premier ministre se rendre dans une partie du pays et ça a été quasiment la guerre. Il a fallu que l'armée française intervienne pour l'extirper de là. Oui, mais en même temps, moi, je fais partie de ceux qui pensent que le problème malien n'est pas incontrôlable. Mais je ne vais pas être dans la thèse ou dans la théorie du complot, mais je parie, en tout cas, je crois fortement qu'il y a des gens qui sont capables, ne serait-ce que par un coup de fil, de dire à ces rebelles, pendant cette période, personne ne tire. Il y a des gens quand même qui maîtrisent cette situation-là et qui peut-être profitent du chaos qui est actuellement au nord Mali et qui s'étend vers le centre Mopti. J'aimerais finir en disant que nous, je le disais tantôt, nous pensons sécurité étatique, mais il faut également penser à ces populations-là, comme l'a également souligné Clédo Edjef, qui sont victimes des braquages, qui sont victimes des vols. Et donc, il y a plusieurs choses. Il y a également des viols qui se commettent. Et malheureusement, comme ce n'est pas d'une telle ampleur, les caméras ne sont pas là, les médias n'en parlent pas. Et donc, on les oublie. Il faut qu'en pensant à la sécurité de l'État, on pense également à ces personnes, pas seulement en période électorale, mais au-delà. Alors, Jeff Le Prince, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on évoque les questions de sécurité, on pense à ces États du Nord qui ont été aussi l'objet un peu d'attaques. Les djihadistes se sont infiltrés là. Mais on oublie aussi un autre pan de la sécurité, c'est les conflits intercommunautaires. On a vu il y a quelques jours des Dogons qui sont allés s'en prendre un peu et ça a été un massacre. Oui, vous savez, comme l'a dit le collègue tout à l'heure, il disait justement que le problème malien ne date pas d'aujourd'hui. Et là, je voulais juste le contredire un peu en disant justement que quand nous parlons de la sécurité, quand il citait tout à l'heure, il donnait l'exemple que quelqu'un, juste avec un coup de fil, peut arrêter quand même ce désordre ou ce qui se passe. Si c'est le cas, pourquoi ne pas le faire tout de suite pour arrêter quand même ce désordre ou bien cette débandade qui est organisée au Mali aujourd'hui? Donc je pense que s'il y a cette possibilité de le faire, le mieux c'est de le faire tout à l'heure avant d'aller aux élections. Vous savez, vous avez cité tout à l'heure une partie de la déclaration disant que les acteurs politiques ou bien les candidats, on mettra à leur disposition des gardes rapprochés pour leur sécurité. Au-delà de tout, quelle est la sécurité que l'on garantit à la population? Voilà, je suis candidat, ma sécurité est garantie, mais ceux qui sont électeurs, où se trouve leur sécurité? Alors la question est fondamentale aujourd'hui. Donc si le problème se trouve ailleurs, problème intercommunautaire, je pense que il faut aller doucement pour pouvoir trouver le nœud de ces problèmes, apporter des solutions pour organiser une élection apaisée. Parce qu'il ne faut pas aller à la va-vite justement parce qu'on veut organiser une élection, mais sécuriser les zones pour que les gens aillent voter dans la quiétude. On parlera des délais de rigueur. Oui, délais de rigueur justement parce que ces problèmes, c'est vrai qu'il y a des problèmes qui n'ont pas trait à la politique directement, Crédo l'a dit tout à l'heure, avec ces problèmes intercommunautaires, des problèmes qui existaient depuis même. On ne va pas tenir compte, mais au même moment, s'il y a des solutions à apporter à ces problèmes, vaut mieux, autant mieux de les apporter tout de suite avant d'organiser les élections pour quand même apporter une sécurité plus sûre à la population qui est appelée à voter ces candidats. Alors, Jeff Le Prince évoque une question fondamentale. Est-ce que, en ce moment-ci, c'est des élections dont le Mali a besoin? Bon, je crois que tout pays en période électorale ou bien dans le respect de sa constitution doit honorer ses engagements. Donc on ne peut pas dire que... À tout prix? Oui, à tout prix, parce qu'il ne faudrait pas tomber dans un vide juridique. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que tomber dans le vide juridique, mais il faut tenir compte... Je ne sais pas s'il a la parole. Ok, vas-y d'abord. Oui, sur ce plateau, on ne va pas se métamorphoser en politique. Donc moi, je dis, il faut éviter, l'ordre constitutionnel doit être respecté. Et c'est là où moi je suis d'accord avec mon confrère Abel. Lorsqu'il disait, il faisait, en fait, c'était une expression imagée. Une expression imagée, c'est-à-dire que si quelqu'un, qu'il y a des gens, ou bien il y a des puissances qui peuvent aujourd'hui appuyer sur un bouton pour essayer de calmer un peu les choses. Disons-nous la vérité, ces rebelles de ces djihadistes ne sont pas tombés du ciel. Ce sont des gens qui ont été alimentés par des puissances étrangères, par des esprits.
Et lorsque je parle de l'esprit, c'est avec le grand E. Donc c'est pour dire qu'il y a des gens derrière. Et lorsque ces gens seront convaincus, voudront contribuer à la stabilité, à la paix, donc ils vont faire ce geste-là. Mais avant d'avoir leur accord, leur assentiment, il faudrait un responsable, et c'est ce que les autorités maliennes sont en train de faire, de prendre des dispositions et autres là. Pour revenir à l'aspect de conflit communautaire, donc c'est ça qui fragilise aujourd'hui l'armée malienne un peu, parce que les populations soupçonneraient l'implication des forces armées maliennes et autres là. Et cela aussi, ce n'est qu'à l'étape de soupçon, parce que on ne peut pas nous dire exactement si les forces maliennes ont contribué, disons, à l'amplification de ces conflits communautaires. Et lorsqu'on parle de conflits communautaires aussi, cela induit des mesures sécuritaires. Mais dire que parce qu'il y a des problèmes de sécurité, donc la vie politique ou bien la vie constitutionnelle du pays ne doit pas être respectée, c'est là où je m'inscris en faux. Et là, est-ce que quelqu'un peut quantifier le temps de résolution de ce problème? C'est ce que j'allais dire, c'est la même raison pour laquelle au Congo, par exemple, on a repoussé. Au Congo, on a repoussé. Mais le on là n'est pas si impersonnel, parce que c'est de la volonté d'un seul homme qui voudrait s'éterniser et qui aurait choisi une période où les gens penseraient beaucoup plus à faire la fête en famille. Donc là, c'est dire qu'on ne peut pas comparer les deux situations et autres là. Donc aujourd'hui, les Maliens sont obligés d'aller aux élections. Les autorités actuelles ont l'impérieux devoir aussi d'œuvrer pour la sécurité. Maintenant, quelle est l'implication, bien l'apport des puissances étrangères? Donc c'est là où nous verrons si les puissances étrangères sont réellement sincères avec les populations maliennes et autres là. Outre la sécurité qu'on va accorder, disons, à ces candidats qui vont sillonner les villes du Mali et autres là, mais l'État malien ne voudra jamais, ne pourra jamais, en termes de sécurité, dévoiler son plan sécuritaire. Est-ce que vous pensez que les politiques là sont plus importants que les populations maliennes et autres là? Donc le plan sécuritaire d'un pays, mais on ne le dévoile pas comme on a l'habitude d'écrire sur WhatsApp des insanités sur nos prochains. Oui, je voulais justement faire observer à mon grand frère Credo pour lui dire qu'il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Et c'est pourquoi le juriste est là dans les lois constitutionnelles ou autres, quand nous allons chez les juges, ils nous disent souvent que les circonstances atténuantes. C'est-à-dire qu'on observe la loi, on peut voir, compte tenu de cette situation, on peut le faire ainsi. Donc si nous évoquons le vide juridique ou constitutionnel aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec lui, parce que on est président pour quand même servir son peuple. Et alors, s'il n'y a pas la sécurité pour que ce peuple puisse voter ou bien me donne sa voix pour que je sois leur président, je pense que ça ne vaut pas la peine. Mais le mieux, c'est de trouver un consensus, de trouver les solutions aux problèmes d'abord, parce qu'après tout, il faut penser au bien-être de la population. On ne peut pas s'accrocher pour dire que non, il y a le vide juridique, il faut respecter le délai constitutionnel, la vie politique, il faut l'animer, donc oublier les concitoyens. Donc je suis d'accord avec toi, cependant, je pense que dans des situations, dans des cas précis, il faut quand même analyser la loi et apporter des solutions. Si vous permettez rapidement, non, je suis très content d'écouter Jeff lorsqu'il parle de la loi et puis de l'esprit de la loi. Et avec le développement qu'il a fait, mais il a occulté ce qu'on appelle en droit la jurisprudence. Quelle serait la jurisprudence d'une situation qu'on ne va pas respecter le calendrier électoral et autres là? Quelle serait la jurisprudence? Parce que la jurisprudence a des incidences beaucoup plus négatives, parce qu'en ce moment-là, ça dépendra de l'interprétation de tout acteur politique. Et là, il ne faudrait pas créer des situations qu'on ne peut pas contrôler demain. Abel, ça veut dire qu'il faut acclamer aujourd'hui le président Ibeka qui, malgré la situation, organise les élections. Est-ce qu'il a le choix? Est-ce qu'il a le choix? En 2012, on a vu comment ça a été, mais en 2013, il y a eu des élections et c'est par là qu'il est venu. Et je ne suis pas sûr que la situation d'aujourd'hui est pire que celle qui avait prévalu en 2012 et même en 2013. Et donc, ce que le Mali a pu faire en 2013, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il ne fera pas ça en 2018. Au-delà de ça, nous sommes dans un regard croisé et Jeff a croisé mon regard. Sauf que, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il a croisé de façon naïve.
dans la mesure où on ne peut pas imaginer qu'on fabrique des armes à Tombouctou, à Gao, à Kidal et même à Mopti. Ces personnes-là qui sont lourdement armées, c'est forcément parce qu'elles sont soutenues par des puissances étatiques. Et donc, il y a des gens qui contrôlent très bien ce monde. On sait d'où viennent ces armes-là, où est-ce qu'on les achète et tout. Et donc, si on veut que le Mali soit apaisé, il va falloir quand même qu'ils ont la possibilité d'appuyer sur certains boutons, pour reprendre l'expression de Credo, pour que ça s'arrête. N'oublions pas que dans ce monde, il est difficile, malgré tout ce que la SDN avait fait et a échoué, et l'ONU fait aujourd'hui, il est difficile d'arrêter la guerre parce que c'est l'entreprise la plus rentable au monde en ce moment. La vente d'armes, c'est l'entreprise la plus rentable, et donc il est inconcevable qu'on puisse arrêter la guerre tout simplement parce qu'il y aura, comme le disent certains, des problèmes économiques. Le regard croisé n'est pas naïf, mais c'est quand même intellectuel justement pour te dire que s'il y a ces grandes personnes qui peuvent appuyer sur le bouton, moi je souhaite qu'elles appuient sur le bouton maintenant pour apaiser le peuple malien avant d'aller aux élections. Ce sont des commerçants et non des philanthropes. En tout cas, c'est intéressant. On va changer de sujet et en tout cas, on va évoquer peut-être un sujet beaucoup plus gai. Jeff Le Prince, l'Éthiopie, l'Érythrée. Ce pays aussi déchiré par plusieurs années de conflits qui ont fait énormément de victimes. Aujourd'hui, du côté éthiopien, on a un nouveau Premier ministre qui est arrivé et qui veut faire table rase du passé et qui ouvre un processus de réconciliation avec l'Érythrée. Il y a même eu une délégation érythréenne, une première qui s'est rendue en Éthiopie. Comment vous voyez tout cela? Bon, vous savez, je pense que parfois c'est des mots vains, parce que la réconciliation, on en a parlé dans plusieurs pays, quand nous prenons l'Afrique du Sud, nous prenons le Kenya, le Ghana, le Togo aussi en a fait. La réconciliation, c'est une bonne chose, mais je pense que c'est dans le comportement. On veut faire table rase des problèmes, mais est-ce que tous les acteurs sont prêts à tourner définitivement la page pour faire face à l'avenir? Je pense que ces problèmes qui se posent, quand vous prenez les pays africains, en réalité, nous avons presque les mêmes problèmes. Et nous apportons une petite solution, mais nous déplaçons les problèmes et après nous tournons, nous apportons de petites solutions pour dire, voilà, on apporte ça pour effacer le passé, pour corriger tout cela. Justement, la communauté internationale qui nous observe, là où je rejoins le confrère qui disait tout à l'heure que cette communauté internationale qui a quand même un intérêt derrière, qui est là en apportant son soutien à ces pays africains indirectement, parce que rarement quand nous citons les pays africains qui peuvent quand même fabriquer des armes aujourd'hui, c'est... Peut-être l'Afrique du Sud. Oui, c'est à compter au bout des doigts. Mais malheureusement, les firmes qui quand même fabriquent ces armes doivent pouvoir les vendre. Alors, on est là pour dire, nous apportons des solutions, mais malheureusement, quand vous fouillez dans tout ça, là, en réalité, ce ne sont pas des solutions qu'on nous apporte. C'est là où je nous interpelle. Qu'en tant qu'Africains, avec la tradition africaine, sous l'arbre à palabre, on peut voir qu'est-ce que nous voulons de notre Afrique. Qu'est-ce que nous voulons faire de notre Afrique et savoir que l'Afrique est devenue aujourd'hui une ressource pour le monde entier où tous les problèmes qui s'y trouvent et avec toute la richesse, qu'est-ce qu'il faut faire pour diviser les Africains? Donc nous devons prendre conscience de ces situations pour ne pas tomber dans ces pièges que l'Occident nous tend à chaque fois. Est-ce que Ahmed Abiy, ce nouveau Premier ministre éthiopien, c'est l'homme qui va ramener la paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée? On l'espère. On dira dans ce cas que l'Europe a eu sa guerre de 30 ans. C'est vrai, l'Europe a connu une guerre de 100 ans aussi. Mais l'Afrique également, à travers ce conflit, a eu sa guerre de 30 ans, de 1961 à 1991. On a vu la guerre qui avait eu et qui a abouti à un référendum en 1993 et qui a donné naissance à l'Érythrée. Mais sauf que en mai 98, l'Érythrée a annexé, et ça, ce n'est pas un avis personnel, c'est quand même un cours arbitral de droit international qui l'a dit en 2005. Donc l'Érythrée a annexé l'Éthiopie, et ça a donné naissance à une guerre qui a duré 2 ans. Et on verra qu'au cours de cette guerre, les estimations, c'est entre 35 000 et... C'est l'Éthiopie qui a annexé l'Érythrée? Non, l'Érythrée qui a annexé l'Éthiopie. C'est comme cela que ça a commencé. Donc, parce qu'il y avait un problème, un litige frontalier entre les deux. Et puis, pourquoi est-ce qu'on a dû finalement conclure que l'Érythrée a annexé l'Éthiopie? C'est en principe, c'est en fonction... C'est la petite qui avale la grande, c'est ça? C'est la petite qui a voulu avaler la grande. Et
en violant un principe, c'est justement ce que la Commission internationale a retenu, qu'on appelle utiposidetis. En réalité, c'est un principe qui voudrait que les États nouveaux se cartonnent dans le territoire de l'État qui les a vu donner naissance. Et donc, vous n'allez pas chercher à prendre une autre partie. C'est quand même un principe assez vieux qui date de 1783. C'était un accord conclu entre les États-Unis et la Grande-Bretagne après la guerre des indépendances chez eux. Et donc, aujourd'hui, ça a une force coutumière et en droit international, généralement, la coutume a même une plus grande force que le traité, dans la mesure où un traité, ça peut se violer alors qu'une coutume, il y a ce qu'on appelle l'opinion juriste, l'idée d'être devant une règle de droit qui font que les États vont généralement dans ce sens. Donc, depuis 2005, c'est vrai qu'il n'y a pas eu directement affrontement, le conflit est latent, il n'est plus ouvert, mais si aujourd'hui on affirme officiellement que ça a été clos, c'est une très bonne chose. Il va falloir qu'on commence à penser les blessures, les plaies à la fois des plus de 77 000 Érythréens déportés et également des plus de 12 ou 15 000 Éthiopiens enfermés en Érythrée. Alors, aujourd'hui, un rapprochement Éthiopie-Érythrée est en train de s'ouvrir. C'est vrai qu'une rencontre entre les deux dirigeants, ce n'est pas encore pour aujourd'hui. Il y a eu une délégation érythréenne qui est venue en Éthiopie. Tout cela, est-ce que ça a un profit pour la Corne de l'Afrique? Non, mais moi je crois que ce qui se passe entre ces deux pays, avec les voies de résolution qui s'ouvrent, je crois que c'est déjà une bonne chose. Vous posez la question de savoir est-ce que ça c'est à mettre à l'actif du nouveau Premier ministre. Donc là, je crois que c'est vrai, le nouveau Premier ministre éthiopien est plus ouvert et puis il voudrait qu'ils enterrent la hache de guerre. Parce que tout est parti. Et c'est mal vu dans son propre pays, parce que n'oublions pas qu'il a fait l'objet d'une tentative d'assassinat il y a quelques jours. Oui, peut-être qu'il est encore incompris parce qu'ils ne peuvent pas non plus végéter dans cette situation-là. Parce que tout était parti d'une méfiance qui a débouché sur un conflit, ou un conflit qui portait sur une portion de 5000 habitants et l'incompréhension, l'ego surdimensionné tellement aux autres là. Donc aujourd'hui, nous verrons que c'est déjà un début et c'est une bonne chose, soit enterré, même si ce n'est pas totalement, parce que aujourd'hui, il y a un autre fait. Dans le social, dans le commerce, les avions d'Éthiopie ont retrouvé les pistes d'atterrissage de l'Érythrée. Donc ça, c'est déjà bon. Parce qu'il y a quelques années, donc, ils ne pouvaient même pas se hasarder, même s'ils avaient cette idée-là, donc ils devaient l'étouffer. Donc vous avez parlé également de ces fréquentations qu'on voit aujourd'hui. Donc le problème ne sera pas réglé par un coup de baguette magique, mais il faut qu'il y ait de ces développements et autres là. Moi, je suis optimiste que les premiers responsables de ces pays vont s'asseoir et le travail de déblayage de terrain, c'est justement fait par ces rencontres bilatérales entre parties et puis tout va aller, il faut le dire. Donc maintenant, est-ce que c'est une reprise de façade? Donc je crois que c'est beaucoup plus l'aspect politique, le développement politique, ou bien l'appréhension, c'est ça le mot, l'appréhension politique au niveau des deux États qui devrait être matérialisée pour nous situer. Oui, mais je resterai dans la même veine que Credo, mais tout en appuyant qu'au-delà même de l'aspect politique, ce qui a tué ce conflit, c'est l'économie. Ce sont des pays extrêmement pauvres et qui se sont livrés une guerre terrible avec énormément de destruction, que ce soit des aéroports à Asmara, de part et d'autre. Il y a eu tellement de destruction et certains bailleurs de fonds n'ayant pas assez d'intérêt, n'ont pas, excusez-moi l'expression, ça peut choquer, n'ont pas financé comme il faut cette guerre. Et quand une guerre n'est pas financée, rapidement la guerre prend fin, faute de combattants. Et c'est ce qui s'était passé. Il n'y avait jamais eu de cessez-le-feu depuis 2000 justement, et c'était de 98 à 2000. Depuis juin 2000, il n'y a pas eu de cessez-le-feu officiel, mais la guerre a cessé. Voilà, la guerre a cessé. Il y a eu un temps des bruits de bottes entendus en 2005, après le jugement rendu par la commission
d'arbitrage plutôt, puisque les deux États se disaient non satisfaits. Mais personne n'a voulu engager un combat parce que financièrement, vous êtes étouffés. Et ça rappelle encore une chose, c'est l'argent qui est le nerf de la guerre. Comme dirait l'autre, il n'y a pas eu de cessez-le-feu, mais le feu a cessé. Est-ce que Jeff Le Prince, il y a quand même eu, dans ce début de réconciliation, est-ce qu'il y a des pressions étrangères qui amènent ces deux dirigeants à vouloir s'entendre? Des pressions, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais si je fais une analyse en tant que citoyen ou journaliste, je peux dire justement que je vais emboîter les pas du confrère tout à l'heure qui expliquait que ces pays sont extrêmement pauvres, mais arrivé un moment quand vous faites la guerre et que vous analysez un peu pour dire en réalité nous faisons quelle guerre pour quel objectif. Et si les deux États se comprennent et pour cesser le feu volontairement, parce qu'il n'y a pas de financier derrière cette guerre, donc ça veut dire qu'à un moment, ils ont compris qu'en réalité, il faut quand même enterrer la hache de guerre. Mais est-ce que c'est de façade ou bien c'est au fond de cette situation? C'est plus politique. Donc tout de suite, nous n'allons pas quand même dévancer les événements, mais les Anglais disent oui, ainsi, nous attendons de voir l'évolution de cette situation pour pouvoir décrypter, savoir exactement quels sont les intérêts qui sous-tendent cette réconciliation ou bien ce rapprochement. Abel Koussé, j'évoquais tout à l'heure le soutien même du Premier ministre. On sait que le Premier ministre, il est de l'ethnie Oromo. Il y a une crise ethnique parce que l'Éthiopie a été longtemps dirigée par les Tigréens. L'ethnie Oromo, Amara, trois principales ethnies qui sont les trois principales ethnies dans le pays. Il faut dire que c'est aussi un esprit nouveau. C'est un esprit nouveau et naturellement, ils voient les choses nouvellement. Et c'est aussi pour ça que certains encouragent l'alternance. Dans la mesure où vous pouvez être bon à 100%, si je me permets cette expression, mais vous êtes bon dans certains domaines et vous portez le pays haut à certains niveaux, il va falloir un autre pour le porter également haut ou chuter le pays. Ça arrive aussi parfois. Pour le porter haut dans d'autres secteurs également ou dans d'autres domaines. Et justement, c'est ce qu'il a fait. Il a pensé. Et moi, je suis totalement d'accord avec lui que c'est une guerre qui mobilise autant d'énergie. Mais aujourd'hui, les frontières sont à ce qu'elles sont, justement à cause du principe d'uti-possédetis, et ça serait difficile à un État dans ce 21e siècle de conquérir un territoire nouveau. C'est impossible, parce que la communauté internationale a fait, même si ça n'existe pas formellement, on voit quand même ses effets. La sécurité des Nations Unies, puisque ça, au moins ça existe, ça va s'opposer. Donc ils se sont retrouvés rapidement devant quand même l'aspect irréalisable de leur objectif, et c'est naturellement que la guerre a cessé. Par rapport à l'incompréhension, il y en a qui sont des visionnaires, et ce sont ces gens de chefs d'État ou de gouvernement que nous voulons. Et naturellement, quand tu es visionnaire, tu vois les choses bien avant les autres. Et tu as des problèmes. On a vu, même avec Nelson Mandela qui a adulé aujourd'hui, dans le camp, à l'ANC, au début, il n'était pas compris. On peut multiplier les exemples, même avec la création de l'Union européenne, il y a des gens qui étaient contre. Les Moulko et autres là, avaient eu une pensée de visionnaire. Plusieurs étaient contre. Mais aujourd'hui, il y en a aussi qui sont toujours contre, mais la majorité, quand même, loue ce qui a été fait. Donc, naturellement, il n'est pas compris aujourd'hui dans son pays, mais peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on le comprendra. Alors, il annonce très rapidement que la compagnie éthiopienne Airlines va reprendre ses vols vers l'Érythrée et que le nouvel an sera célébré ensemble. Est-ce que la lune de miel n'est pas trop belle? Non, je crois que ce sont des ambitions qu'il est en train d'exprimer. Et avec son caractère d'homme nouveau, il rêve d'une nouvelle relation entre les deux pays, et je crois qu'on doit le laisser rêver tout en lui disant de matérialiser les aspects de son rêve. On marque maintenant la pause tout de suite et on suit le journal et on revient après.